Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 15 février à la une de l'actualité. Les secouristes algériens de retour au pays après plus d'une semaine en Turquie où ils ont prêté main forte aux sinistrés et victimes d'un séisme dévastateur. Le dernier a touché également la Syrie, faisant 41 000 morts dans les deux pays. Les universités algériennes travaillent en étroite collaboration avec le secteur économique. À Blida, 20 brevets déposés par des étudiants auprès de l'INAPI dans différents domaines, alors que d'autres à Boumerdes développent leurs projets innovants. Reportage tout à l'heure. Pas de répit pour les manifestants au Maroc. Les enseignants contractuels de nouveau dans les rues pour des revendications socio-professionnelles et ont été violemment réprimés par les forces du Marzen. Nous irons à la capitale des Ibans dans ce journal où Al-Qantara trônant au lieu de l'histoire, ses vestiges romains, ses maisons rouges ou encore ses habitants attachés à leur culture et bien d'autres choses à découvrir. Bienvenue à tous. Je vous disais en titre, retour des secouristes algériens qui opéraient en Turquie après avoir passé plus d'une semaine à prêter main forte aux sinistrés. L'équipe a atterri très tôt ce matin à l'aéroport international Houari Boumediene. Elle a été accueillie par le ministre de l'Intérieur. L'émotion a été à son comble après ce séjour très difficile, tant sur le plan physique que moral. Amalé Seridir. Ils sont de retour au pays après avoir passé 10 jours en Turquie à sauver des vies. Un accueil chaleureux a été réservé aux équipes de la protection civile algérienne à l'aéroport de Boufarik. Nous avons hissé haut le drapeau algérien, c'est d'ailleurs notre devoir. Les éléments de la protection civile ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour sauver des vies en Turquie. Ce sont les héros de l'Algérie. Dieu merci, nous sommes de retour. Notre mission était très difficile, mais nous l'avons accomplie. Malgré toutes les difficultés que nous avons affrontées, toute l'équipe s'est donnée corps et âme pour aider nos frères turcs. Dieu merci, grâce à la formation de nos éléments et au matériel dont nous disposons, nous avons réussi à gérer toute la situation auquel nous avons fait face. Nous avons tenu à être efficaces grâce au plan de travail que nous avons tracé 24 heures sur 24. Des images de solidarité, de compassion, de bravoure, mais aussi du drame qu'a vécu la région d'Adiaman en Turquie, que la télévision algérienne n'a pas manqué de retransmettre en temps réel grâce à ses envoyés spéciaux. Nous avons donné toutes les informations à travers les différentes émissions spéciales et les flash infos tout au long de cette période de crise. J'espère que nous avons réussi à accomplir notre mission. L'Algérie a été l'un des premiers pays à être au chevet de la Turquie. Les équipes de secours et de sauvetage de la protection civile dépêchées sur les lieux, à travers leur action de bravoure, ont reflété les valeurs de solidarité qui sont propres à l'Algérie. Le président de la République m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations pour vos efforts, d'autant plus que vous avez travaillé dans des circonstances très difficiles, notamment les conditions climatiques défavorables. D'ailleurs, vous avez eu les honneurs et la reconnaissance de tout le monde pour vos grands efforts et votre efficacité sur le terrain. Vous avez hissé haut le drapeau national et honoré l'Algérie. Des hommes aux grandes valeurs humaines, considérés comme héros dans la ville turque d'Adiaman, où ils ont réussi à forcer le respect et l'admiration de la communauté internationale. Ils sont rentrés au pays fiers d'avoir accompli avec brio leur mission, celle de sauver des vies. Le tremblement de terre qui a dévasté le 6 février des régions entières en Syrie, en Turquie, a fait au moins 41 000 morts, bilan toujours provisoire. Les personnes déplacées se comptent par centaines de milliers et elles se retrouvent dans des situations précaires. Le séisme a également laissé d'innombrables orphelins dans les deux pays. L'ONU a lancé un appel aux dons à l'international de près de 400 millions de dollars pour permettre aux Syriens des zones touchées de survivre durant 3 mois. Le même appel aux dons sera formulé pour la Turquie dans les prochains jours.
Dans l'actualité, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale établie à l'étranger, a participé aujourd'hui à la 40e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, tenu aujourd'hui par visioconférence. Les travaux de la session ont été axés autour de l'évaluation du taux d'avancement dans la concrétisation des objectifs de développement dans le cadre de l'agenda continental 2063 ainsi que les priorités de la phase actuelle en matière notamment de recherche de moyens à même de permettre aux pays africains de faire face aux défis économiques imposés par la crise accrue dans les relations internationales sur fond de guerre en Ukraine. À cette occasion, un nouveau président a été élu à la tête du comité. Dans son allocution, Ramadan Lamamra a rappelé l'importance qu'accorde le président de la République au développement de l'économie nationale et au renforcement de la complémentarité économique au niveau régional et continental, mettant en exergue les résultats positifs réalisés dans le cadre du programme de la relance économique initié par le président de la République au niveau national et les efforts continus consentis par l'Algérie pour renforcer sa contribution à la concrétisation des objectifs du NEPAD. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère prend part à la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Une session au niveau ministériel intervenant en prélude du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, les CAF », il est question de l'examen de plusieurs rapports relatifs à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique, ainsi que de projets de décision à soumettre au prochain sommet. En marge de sa participation à ces travaux, Ramadan Lamamra a eu des entretiens bilatéraux et des rencontres avec plusieurs de ses homologues, dont le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, présidente en exercice de la session du Conseil exécutif, ainsi que ses homologues de la Libye, de la République du Congo, du Togo, de l'Angola, de la République arabe sahraoui démocratique, du Cameroun, de l'Éthiopie, de l'Égypte, du Kenya, de la Mauritanie, de la Somalie et du Sierra Leone. Outre le président également de la Commission de l'Union africaine et plusieurs hauts responsables de la dite commission, les rencontres ont essentiellement porté sur les points inscrits à l'ordre du jour de la session actuelle. Ébullition innovatrice à l'université Saad Dahleb de Blida. Une vingtaine de demandes pour l'obtention d'un brevet d'invention déposées auprès de l'INAPI. Des idées de projets dans le domaine de l'aéronautique, le solaire, le dessalement d'eau et d'autres services industriels pour faciliter la vie des citoyens. L'université travaille en étroite collaboration avec le secteur économique, nous dit Amal Bouakba. Avec ses 35 laboratoires de recherche et son incubateur, l'université Saad Dahleb de Blida 1 est un véritable réservoir d'idées et de projets innovants. Une vingtaine de brevets d'invention ont été déposés auprès de l'Institut national algérien de propriété industrielle. Ces brevets sont venus pour concrétiser, pour formaliser un certain nombre de projets de recherche qui ont été menés au niveau de l'université de Blida. Notre travail que nous sommes en train de mener, il se fait en étroite collaboration avec un environnement socio-économique. Plusieurs secteurs sont concernés tels que la mécanique et l'aéronautique. L'invention consiste à faire remplacer un foyer aéronautique et faire des modifications afin d'améliorer le rendement et l'efficacité de ce foyer aéronautique. Actuellement, on a des contacts, même il y a des firmes canadiennes qui partagent la même idée et on est en train de faire un contact afin de concrétiser réellement ce travail. Celui-ci, c'est un robot manipulateur qui travaille dans une station d'usinage qui est composée de 4 machines, d'accord, qui fera le fraisage et le lisage. On a remplacé les travailleurs par un robot qui est synchronisé et qui travaille sur les 4 machines à la fois, dans le but de créer un calculateur qui va rendre l'usine, comme on parle maintenant en Europe, usine connectée.
En partenariat avec le secteur industriel, ces chercheurs ont également développé des projets pour répondre aux besoins socio-économiques dans les domaines de l'énergie solaire et du dessalement de l'eau de mer. Le sujet, alors, c'est la réalisation d'humidificateurs adiabatiques alimentés par énergie solaire. Il sert à climatiser des locaux, c'est-à-dire c'est le secteur résidentiel. Il pourra peut-être remplacer le climatiseur classique en utilisant une énergie propre et renouvelable. C'est un matériau qui est utilisé en filtration des eaux. Donc aussi bien dans les usines de dessalement de l'eau de mer que dans les usines de production d'eau potable. Alors ce produit, donc, il a une porosité très élevée, ce qui permet donc d'augmenter les cycles de filtration avec une efficacité tout aussi importante. Il permet aussi de réduire la consommation d'eau de lavage. Alors aujourd'hui, ce produit est importé. Donc il y a des usines de dessalement. Donc là, le plus grand avantage, c'est un produit local, 100% algérien, qui va remplacer le produit que nous importons. Pleinement engagés, ces chercheurs lancent un appel aux opérateurs économiques et au pouvoir public pour concrétiser leurs projets et les mettre rapidement sur le marché. L'université de Boumerdes, Mohamed Bougara, a également rejoint le train de l'innovation. Elle vient de lancer son propre programme d'accompagnement des étudiants-chercheurs dans la création de leur start-up. Ces porteurs de projets sont encadrés par une équipe de professionnels spécialisés dans les nouvelles technologies et le management. Raouf Hamouch. Les universités aspirent désormais à devenir des centres d'innovation et de transfert technologique. C'est le cas de l'université de Boumerdes, Mohamed Bougara, qui a lancé un programme d'accompagnement des étudiants chercheurs pour la concrétisation de leurs projets en start-up. Et justement, le club scientifique Nourba offre aux porteurs de projets et aux étudiants un espace de coworking et de partage d'idées et d'expériences. L'étudiant concrétise cette idée sur la vie réelle, ça ne reste pas que du théorie. Et puis, il peut créer des postes de travail, il peut aider l'économie nationale, bien sûr. Les étudiants s'intéressent à ces sujets-là, qui sont l'employabilité pour le premier jour, le deuxième jour, c'est les start-up, le troisième jour, c'est l'entrepreneuriat. Un cadre idéal pour le développement des projets, encadré par une équipe de professionnels spécialisés dans les nouvelles technologies et le management. L'objectif de l'université et de la faculté de sciences économiques, c'est de faciliter pour nos étudiants, surtout sortant, soit licence, master ou bien doctorat, c'est pas pour aller chercher du travail, mais pour créer le travail, c'est-à-dire créer une petite entreprise, c'est-à-dire c'est créer de l'emploi pour lui et pour ses collègues, pour le marché, et en même temps créer des richesses. Le bilan était très positif, de par la participation de plusieurs étudiants, de plusieurs départements au niveau de la faculté. Les organisateurs, on peut mettre l'accent sur le volet technique et les liens qui existent entre théorie et terrain. Booster la croissance grâce aux innovations, c'est le principe même de l'économie du savoir. Le club Nourba l'a bien compris. Aujourd'hui, la structure estudiantine ambitionne de développer les projets innovateurs de ses membres en les accompagnant dans leur démarche de brevetage au niveau national et pourquoi pas international. Sidérurgie, cette usine à Oran qui a réussi à couvrir les besoins du marché local et même à exporter ses produits en Afrique. Son ambition prochaine, intégrer le marché européen et faire de la wilaya un pôle industriel par excellence. Mariam Gamis. Située à Oran, cette usine produit plus de 350 tonnes de tubes métalliques par jour. Grâce à sa large gamme de produits, elle est parvenue à conquérir d'importantes parts de marché en Algérie et elle a même réussi à intégrer le marché africain. Cela fait 2 ans que notre usine est entrée en service. Aujourd'hui, nous arrivons à couvrir les besoins du marché local et à exporter nos produits en Afrique. La cargaison d'aujourd'hui est destinée à la Mauritanie. Notre capacité de production est estimée à 120 000 tonnes annuellement. La production des tubes métalliques qui passent par plusieurs étapes est assurée par une main-d'œuvre algéro-turque qualifiée à l'aide d'un matériel de pointe.
Premièrement, nous recevons la matière première sous forme de cylindre. Ensuite, nous la découpons pour obtenir ainsi une matière semi-finie qui sera par la suite transférée vers l'unité de production et triée selon la demande. Nous avons bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise. C'est un travail stable, Dieu merci. Je travaille ici depuis 2 ans. Nous avons été formés par des Turcs. C'est un nouveau métier pour nous. L'usine ambitionne d'augmenter sa capacité de production pour intégrer le marché européen et faire de la wilaya d'Oran un pôle industriel par excellence. Direction Béjaïa où le port enregistre une dynamique intéressante, un regain de l'activité après la période de pandémie. Le trafic des conteneurs, par exemple, a augmenté de 14%. La structure compte améliorer ses performances grâce à un plan d'extension et de réhabilitation. Le tout accompagnera l'opération de digitalisation et de numérisation déjà engagée. Yanis Saïd Belkacem. Le port de Béjaïa connaît une activité très dense actuellement avec une augmentation du volume des marchandises transportées de plus de 11 millions de tonnes en comparaison avec l'année 2021 et une hausse du trafic de conteneurs de 14%, soit 25 conteneurs par heure en moyenne. En 2022, 11,5 millions de marchandises ont transité par le port, dans 8,6 millions de tonnes hors hydrocarbures, près de 3,5 millions de tonnes de frac liquide et 5 millions de tonnes de frac solide. Nous avons également enregistré 3 millions de tonnes de différentes marchandises telles que le bois et le métal et leurs dérivés. Le port de Béjaïa tend à renforcer ses performances logistiques avec un ambitieux programme d'investissement dans l'une des premières étapes et le plan d'extension. Actuellement, le port s'étend sur une superficie de 74 hectares. Il bénéficiera d'une extension de 70 hectares. Nous avons également entamé le deuxième projet qui consiste en la réhabilitation de 2 quais. Autre étape de la modernisation des prestations du port, la digitalisation et la numérisation des services logistiques pour une fluidification du trafic des marchandises conteneurisées et l'amélioration des performances du terminal à conteneurs. Cette opération nous a permis un gain de temps considérable pour le transit des marchandises, avec la numérisation de tous les documents nécessaires aux opérations d'importation et d'exportation et un accès à ces documents facilite à tous les intervenants dans le processus. Et cela nous a permis surtout de réduire les pénalités dues au retard qui coûtent à l'État des sommes colossales. Classé 2e en Algérie en termes d'activité commerciale, le port de Béjaïa aspire à court, moyen et à long terme au renforcement de ses moyens de manutention, moyens navals, infrastructures et superstructures dédiées à l'entreposage des marchandises. Ouverture ce matin de la 17e édition du Salon international de la pharmacie. L'événement s'étendra jusqu'au 18 février et a pour thème Market Access pour une stratégie d'optimisation. Près de 150 participants y prennent part avec une importante présence de laboratoires nationaux ainsi que des laboratoires étrangers et des start-up innovantes. Il s'agit d'un carrefour pour échanger autour des moyens de renforcer la production nationale pharmaceutique déjà prometteuse. Autre salon qui a ouvert ses portes à la SAFEX également, celui des cosmétiques. Dans sa première édition, Cosmetica Algérie regroupe de nombreux producteurs nationaux qui se sont imposés sur le marché ces dernières années. L'occasion d'exposer leurs produits et d'échanger sur les perspectives de développement de cette industrie. Majda Jahmoun pour le compte rendu. Ils étaient pas moins de 75 exposants à prendre part au premier salon international de l'industrie des cosmétiques Cosmetica Algeria. Les entreprises algériennes étaient présentes en force pour proposer divers produits de beauté, de soins, en plus de parfums. On propose tout ce qui est capillaire, même des soins pour la peau comme des gels nettoyants visage, de l'eau micellaire, des savons de toilette, que ce soit savon liquide ou savon solide. En ce qui concerne l'exportation, on a déjà fait que ce soit le Congo, la Libye et la Tunisie. Personnellement, je ne trouve pas que les produits importés, c'est des produits qui sont des concurrents en quelque sorte. On a tout à fait confiance dans la gamme Tana, les produits bio et les produits naturels ou là, les produits locaux peuvent totalement concurrencer les produits importés.
Nous avons même réussi à décrocher un contrat d'exclusivité d'un produit étranger, qu'on le fait ici localement à 100% avec un taux d'intégration vraiment important qui est de 85%. Des représentants étrangers de marques de cosmétiques venus de 15 pays ont participé à cette première édition avec une volonté affichée d'investir en Algérie. On a participé au salon international de cosmétiques en Algérie pour trouver des collaborations, des revendeurs, des distributeurs pour entamer le marché algérien. Et notre but principal, c'est de trouver des partenaires en Algérie et de commercialiser nos produits ici. Notre objectif est d'investir en Algérie et d'établir des partenariats. Ce salon est une chance à saisir pour faire connaître notre machine. Elle est idéale pour les débutants car elle a la capacité de fabriquer des déodorants, des rouges à lèvres, des fards à paupières et autres. Le ministre du Commerce, Kamel Rizig, a affirmé que ce secteur est prometteur et pourra contribuer à booster l'économie du pays. L'État algérien accorde une importance particulière à ce secteur. La décision de l'interdiction de l'importation des produits cosmétiques, prise en septembre 2021, était pertinente car elle a permis de promouvoir les produits cosmétiques fabriqués localement. Aujourd'hui, nous comptons 3500 sociétés activant dans ce domaine. 84 d'entre elles sont passées à l'exportation. Nous sommes parvenus à l'autosuffisance en ces matières alors qu'auparavant, on importait ces produits. Le volume d'exportation a atteint les 2 millions de dollars vers 37 pays. Ce chiffre reste très important. Les sociétés présentes à ce salon sont là pour investir en Algérie. Ce nouveau salon se veut une opportunité d'échange entre opérateurs du secteur, un rendez-vous incontournable pour nouer des partenariats. Ce bilan opérationnel du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 2 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Msila. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 47 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction des quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 551 kg de kiff traités et saisi plus de 93 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bourj Beji Mourtar, Ingezem et Tindouf, des détachements de l'ANP ont intercepté 174 individus et saisi 27 véhicules, 170 groupes électrogènes, 103 marteaux-piqueurs, 11 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, selon le même bilan. 44 autres individus ont été également arrêtés, 12 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, plus de 995 000 cartouches pour fusils de chasse, 103 quintaux de tabac et d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 100 tonnes ont été saisies à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale les tentatives de contrebande de grande quantité de carburant s'élevant à plus de 59 000 litres à Bourj Beji Mourtar, Souq Ahraz, Tarf et Tébessa. Les gardes-côtes ont également déjoué des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 55 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 459 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, énième scandale impliquant le Maroc. Un présentateur d'une chaîne française d'information en continu mis en cause pour des sujets ayant subi une influence extérieure au profit notamment du Maroc. Rachid Mbal, qui est lié à une vaste entreprise de désinformation pilotée par une officine sioniste, révèle ce mercredi une enquête d'un consortium international de 100 journalistes. L'officine en question vendrait ses services dans le monde entier. Rencontré par les journalistes d'investigation, un responsable de l'organisation leur a fait la démonstration de créer automatiquement de faux comptes en ligne, générer automatiquement du contenu sur les réseaux sociaux ou pirater des emails ou des comptes Telegram.
Et pas de répit pour les manifestations au Maroc. Les enseignants contractuels ont de nouveau investi les rues pour dénoncer le silence des autorités et leur mépris. Une contestation violemment réprimée par les forces du Marzen. Pourtant, les revendications sont légitimes et la manifestation pacifique à Malissiridir. Les enseignants contractuels au Maroc protestent toujours contre la non-satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. Face à l'interdiction des manifestations pacifiques, la répression, le recours à la violence et les arrestations arbitraires, leur volonté ne faiblit pas, bien au contraire. Ils continuent d'envahir la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation qui se dégrade de jour en jour. Le recours à la force pour réprimer les manifestations pacifiques est désormais monnaie courante au Maroc. Des centaines d'enseignants sortis pour réclamer leurs droits légitimes ont été sauvagement tabassés par les forces du Marzen. Le Maroc vit aujourd'hui au rythme des mouvements de protestation quasi quotidiens, à travers lesquels toutes les franges de la société dénoncent la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et répressions des droits et libertés publiques et syndicales. Le régime du Marzen est pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens, à bout et totalement livrés à eux-mêmes. Retour dans le pays pour aller à la découverte d'Al-Qantara, lieu hautement historique à Biskra. Il s'y mêle différentes ères de l'histoire de l'Algérie, ses vestiges romains, ses maisons rouges qui ont protégé la Révolution ou encore ses habitants attachés à leur culture. Elle a tout pour attirer les touristes, nous démontre Nakhla Al-Arbi dans ce reportage. Al-Qantara, son pont romain, classé depuis 1900, ses gorges et sa mythique d'Ashra ad-Dahrawiya ne sont plus à présenter. Cette commune de Biskra est à elle seule un creuset de civilisation et d'histoire. S'étendant sur une superficie de 335 km², Al-Qantara est une belle ville qui a été bâtie pendant la période romaine. Elle possède aujourd'hui tout le potentiel nécessaire pour être une ville touristique et culturelle par excellence. Surplombant l'oued al-Hayla d'Ashra ad-Dahrawiya, également appelé village rouge, pour la couleur de sa terre et de ses maisons, comprend entre autres des bains publics, des mosquées et des zaouïas qui font qu'elle constitue le noyau originel d'Al-Qantara. Tombée en ruine, la cité est en passe de renaître de ses cendres. Le village rouge a été fondé en 148 par Tetra Ben Mokhtar lors de la migration hilalienne. Cette ville est un modèle d'architecture islamique, ce qui caractérise d'ailleurs la région de Biskra. Lors de la récente visite de la ministre de la Culture, un plan de protection a été mis en place pour revaloriser ce village. Pour sauver cette cité des Ibans, Bilal a restauré la maison de sa grand-mère, Khamsa, qui servait de refuge aux Moudjahidines. Il y organise régulièrement des événements qui, il l'espère, sortiront le village de sa torpeur. Nous faisons la promotion de notre village à travers les réseaux sociaux. Nous travaillons avec des opérateurs en tourisme pour promouvoir le village et attirer les touristes. Nous avons même travaillé avec le centre de construction en architecture en terre. Autre richesse de la région, sa petite usine de poterie qui existe depuis les années 70. Ici, les artisans ne travaillent qu'avec des produits naturels. Même l'argile, connue pour être riche en fer, est extraite des montagnes alentours. Point de jonction entre le nord et le sud, Al-Qantara présente à tout point de vue un intérêt certain qui explique l'afflux allant crescendo des touristes. Des portes du désert aux profondeurs des mers avec les rencontres de l'image sous-marine d'Alger. Une première édition où les merveilles de ce monde sont exposées et débattues. L'événement abrité par le Palais des Raïs, Bastion 23, où Lamia Boudbouda s'est rendu et est revenu avec ses belles prises. Couleurs sous-marines est une exposition à laquelle participent 14 photographes qui, durant leur plongée, ont eu la chance de croiser ces belles espèces, attestant d'une biodiversité exceptionnelle. On a décidé de faire remonter toutes les photos qu'on prend sous l'eau et partager avec les gens, notamment aussi avec les enfants, pour qu'ils voient la richesse de notre mer Méditerranée et notamment le rivage algérien.
33 belles images dotées de légendes explicatives sur l'espèce ou une anecdote du plongeur au moment de la prise de la photo. Un riche capital marin, mais ô combien fragile. On essaye donc de sensibiliser le public à toutes ces richesses et d'être conscient. En fait, c'est une prise de conscience de l'existence de toutes ces espèces, de toutes ces plantes, de tous ces poissons, de façon à pouvoir les préserver. En marge de l'exposition, des conférences-débats sont organisées pour le week-end. Ce week-end, Inch'Allah, on va organiser 2 conférences sur l'archéologie subaquatique. Ça sera vers 13h, Inch'Allah, au bastion 23. La faune et la flore des fonds marins algériens est un joyau à protéger absolument. J'ai été surprise par cette super exposition de nos fonds marins en Algérie. C'est extraordinaire. Surtout comme on peut le voir, le corail, la couleur du corail, c'est époustouflant. On ne retrouve pas ça partout dans les fonds marins du monde entier. Protéger les fonds marins, ne pas jeter, ramasser les sacs poubelles, ne pas jeter les sacs plastiques sur la mer. Ces belles photos ont le pouvoir énorme de nous toucher et nous faire réfléchir sur l'importance de protéger l'espace marin. Pari réussi pour l'Organisation nationale du tourisme durable. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.